Les défis de société que nous devons aujourd'hui relever peuvent sembler complexes et incertains. Changement climatique, système de santé, le respect de la vie privée dans une société numérique, problèmes de transport, enjeux de chaînes logistiques, cybersécurité, pour en nommer seulement quelques-uns. Ces défis exigent des interventions intelligentes qui vont au-delà des approches classiques. Concordia est un chef de file de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider la société à résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour la prochaine étape. Nous lançons l'Institut d'intelligence artificielle appliquée. Avec plus de 95 professeurs et 200 étudiants au cycle supérieur, nous combinons nos expertises en génie, en informatique, en sciences humaines, en sciences sociales, en gestion et en beaux-arts. Nous collaborons à des projets de grande portée pour améliorer la société. Nous innovons et soutenons la création de nouvelles technologies. Nous formons de manière inclusive la future main-d'œuvre capable de s'adapter à des domaines en constante évolution. Nous travaillons de concert avec les gouvernements, les communautés et les entreprises pour développer des solutions d'intelligence artificielle qui tiennent compte des questions d'éthique, de sécurité et de confidentialité. Notre objectif, faire avancer la société grâce à l'application prudente et responsable de l'intelligence artificielle. Êtes-vous prêts? Nous le sommes. Good afternoon. Welcome everyone to an event that's important for Concordia, Quebec, and Canada. I'm Paula Wood-Adams, the Interim Vice President for Research and Graduate Studies. Nous sommes ravis de recevoir en personne aujourd'hui le ministre Eric Kerr et le sous-ministre Pierre Rodrigue du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. We're also joined online by many of our valued partners across Quebec's public and private sectors, and by the many Concordians who work in and are interested in applied artificial intelligence. Tout d'abord, nous aimerions commencer par reconnaître que le Concordia est situé en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardien des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Jajogé ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, y résidant aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que des gens d'autres origines. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. I'm extremely pleased to help launch our Applied AI Institute today. Like so many of Concordia's successful research units, this newest edition is very multidisciplinary, bringing together professors and graduate-level researchers from all 4 of our faculties. They are already collaborating with 8 research centers here at Concordia and with outstanding scientists, scholars, students, and professionals in Montreal's rich AI ecosystem. In addition to conducting extensive research, the Institute will help train the next generation of professionals, foster startups, and further industry collaborations to ensure Montreal, Quebec, and Canada lead the AI revolution in a direction that's positive for all. To elaborate further, it's now my pleasure to present the President of Concordia University, Graham Carr.
Alors, merci Paula et merci à vous tous et à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Je dois dire aussi bienvenue à M. le ministre Kerr. Comme vous savez, Montréal et le Québec constituent déjà une pôle mondiale de la recherche en IA, un lieu où le soutien d'établissements publics, d'entreprises privées et du gouvernement ont permis l'émergence d'un écosystème florissant composé de laboratoires et d'instituts de recherche, d'organismes voués aux collaborations industrielles, ainsi qu'une vaste gamme de jeunes entreprises. As Paula mentioned, Concordia is excited to be an important player in this ecosystem, not just through our research, but also through the applications of that research that we develop with our extensive list of partners and collaborators, many of whom have joined us online for this announcement. Nous sommes fiers des importants partenariats que Concordia entretient dans de nombreux secteurs, par exemple les TI et la cybersécurité, l'aérospatiale, les transports ainsi que la biotechnologie de la santé, lesquels contribuent tous à faire de Concordia une institution d'ancrage pour Montréal et l'ensemble de l'économie du Québec. Concordia a toujours été un établissement fièrement québécois. Plus de 70% de nos étudiants viennent du Québec et près du quart d'entre eux ont le français comme langue maternelle. Mais nous attirons aussi des talents du monde entier. Ainsi, Concordia accueille environ 10 000 étudiants internationaux représentant 150 pays. Ce pouvoir d'attraction, nous le devons, entre autres, à notre réputation en tant que meilleure université de moins de 50 ans de toute l'Amérique du Nord. Et nous le devons également à la qualité de vie qu'offre Montréal et aux occasions créées par l'économie du savoir du Québec. Oui, bon nombre de nos étudiantes et étudiants viennent se former à l'école Gina Cody, la plus importante faculté de génie et d'informatique au Québec, mais ils sont aussi nombreux à s'inscrire à nos excellents programmes en sciences de la vie, en sciences sociales, en lettres et sciences humaines, en gestion et en arts. De plus, nous savons que près de 60% de nos étudiants internationaux choisissent de rester au Québec une fois leur diplôme en main, contribuant ainsi à la prospérité future et la diversité culturelle de notre société. L'Institut de IA appliqué sera un facteur d'attraction supplémentaire pour les talents de la nouvelle génération, car il incarne non seulement l'importance des partenariats, mais aussi la nécessité d'une pensée qui dépasse les frontières des disciplines et les schémas établis. Concordia's Institute for Applied AI is organized into 3 clusters. Our science cluster creates deep learning methods for medical imaging that can significantly improve health outcomes. Our emerging technology cluster integrates AI research into the development of smart cities, industry, manufacturing, and aerospace. And our society cluster integrates ethical, security, and privacy issues into the development of core AI applications, ensuring this pervasive technology's impact on people is at the center of what we do. En créant le ministère de la cybersécurité et du numérique, le gouvernement du Québec a su innover et reconnaître clairement l'importance de notre avenir numérique. Il s'agit d'une priorité que partage Concordia. Avec nos partenaires, nous croyons que l'Institut d'IA appliqué peut aider à créer un Québec plus fort,
résilient, équitable et diversifié. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les deux co-directeurs de l'Institut, tous deux experts dans leur domaine, dont la nomination reflète la portée et les ambitions de l'établissement. Tristan Glattard, juste à ma gauche, is a professor in our Department of Computer Science and Software Engineering and holds the Canada Research Chair in Big Data Infrastructure for Neuroinformatics. And Fenwick McKelvey, at the other end of the podium, the stage, is a professor in our Department of Communication Studies who examines the influence of the Internet's infrastructure on society. So please join me in welcoming Tristan and Fenwick. And we'll hear from Tristan and Fenwick in the panel discussion in a few minutes. But first, I also want to thank a few key people who made this institute possible. To Murad Dababi and Imad Shihab, who first conceived this institute, I also want to extend special thanks, though, to our founding directors, Kash Khorazani and Nizar Bouglia, who were instrumental in getting this institute off the ground. Merci beaucoup à vous tous. Et maintenant, pour dire quelques mots sur le rôle que l'IA et notre nouvel institut peuvent jouer au sein de la collectivité québécoise à laquelle Concordia est si fier d'appartenir, je suis vraiment heureux d'inviter le député de la Pelletrie et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Kerr, à prendre la parole. Ministre Kerr. Le plaisir du masque, c'est de l'enlever. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je dois vous dire que vous venez de commettre une grave erreur. Oui, parce que vous ne m'avez pas donné de limite de temps. Et là, vous comprenez que de dire à un politicien qui peut prendre la parole sans lui dire pendant combien de temps, c'est très dangereux. Non, écoutez, d'abord, merci de l'invitation, tout le monde. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Parce que, vous l'avez dit, oui, le gouvernement du Québec, le 1er janvier 2022, a créé le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. C'est l'acheminement ou l'aboutissement, je devrais dire, d'un long travail de réflexion qui a commencé, et Mourad en a été un témoin privilégié, qui a commencé en 2018, où assez rapidement, là, à travers les différentes visions qu'on a étayées, par la politique de cybersécurité, par la stratégie d'intégration d'intelligence artificielle notamment, par la stratégie de transformation numérique, il y avait une évidence de ce besoin d'un vaisseau amiral pour concrétiser cette vision-là, pour l'opérationnaliser. C'est le rôle du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Vous me permettrez quelques mots pour bien situer, bien camper son rôle, pour ensuite peut-être aller plus de comment on peut travailler ensemble à l'aboutissement de cette vision-là. Alors, le volet transformation numérique touche évidemment l'administration publique. Ce qui est important aussi peut-être de souligner, et ça, je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion, le volet cybersécurité est maintenant une mission de l'État. Ce qui veut dire que le ministère de la Cybersécurité a la responsabilité de la cybersécurité sur le territoire québécois. Ça ne se limite pas au gouvernement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour être capable de remplir ces mandats-là, il va falloir changer notre façon de travailler. Il va falloir changer notre façon de penser, autant au niveau universitaire qu'au niveau gouvernemental. Et là-dessus, je souligne mon sous-ministre Pierre Rodrigue, qui est un architecte de cette vision-là depuis le départ. En fait, ce que ça veut dire, c'est que, vous savez, ce n'est pas le rôle du gouvernement d'innover. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire de la recherche. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire de l'enseignement. Le rôle du gouvernement, dans la façon, dans la vision que nous voulons porter, c'est de favoriser ça. C'est de faire en sorte que ceux qui innovent, ceux qui font de la recherche, et vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'un institut d'intelligence artificielle appliquée, c'est de la musique à nos oreilles.
C'est de la musique à nos oreilles. On n'est plus dans la théorie, on est dans l'appliqué. Alors ça, c'est notre rôle de faire quoi? C'est notre rôle, d'une part, de dire, bien, il y a du financement pour ça. Ça prend des sous. Le Québec se classe avantageusement au monde en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des investissements majeurs. Parce qu'au premier chef, les autorités publiques y ont cru à ce savoir-faire québécois-là, à cette intelligence québécoise. Vous disiez, M. le Président, tout à l'heure, il faut être attractif, il faut être capable d'attirer les cerveaux. Il faut les attirer, il faut les garder. Pour les garder, il faut leur offrir un environnement stimulant. Alors ça, c'est le deuxième élément que le gouvernement du Québec peut faire pour les milieux de recherche. Devenir un terrain de jeu. Être capable de dire, nous avons des besoins. Vous ne trouverez aucune organisation au Québec qui a autant de besoins diversifiés, de complexité, de défis que la transformation numérique du gouvernement et de la cybersécurité sur le territoire québécois. Il y a là à faire des choses incroyables. Il y a des opportunités incroyables. Des opportunités incroyables. Et ça, ce partenariat-là, on veut l'établir. Le gouvernement, le ministère a le mandat de l'établir avec vous. Pourquoi? Parce que il serait totalement contre-productif de se battre pour les ressources. Ta ressource, ma ressource. Non, vous avez des forces. Travaillons avec vos forces. Faisons en sorte que vos forces deviennent la force du Québec. Faisons en sorte que ce que vous faites le mieux, et à chaque fois que vous vous élevez en compétences, vous nous élevez avec vous en compétences, en mutualisant ces talents-là, en travaillant ensemble. Et ça, c'est le rôle du ministère. Devenir ce chef d'orchestre qui va faire que nos grandes universités, Concordia, sont capables de développer leur plein potentiel, leur savoir-faire, d'être attractifs, de faire en sorte que le Québec rayonne par son innovation, par sa recherche et par le fait que tout ça se traduit par une amélioration de la qualité de vie des Québécois. Et si on travaille ensemble de cette façon-là, si on met ensemble nos ressources, bien, ce n'est pas juste en intelligence artificielle que le Québec va se distinguer à travers le monde, c'est en toute matière. Et notre prochain défi, c'est le défi de la cybersécurité. Parce que la transformation numérique, si on veut qu'elle réussisse, doit se baser sur un élément de confiance. Si les gens n'ont pas confiance à l'univers numérique, si les gens ont peur de l'univers numérique, parce qu'ils ne s'y sentent pas en sécurité, ils n'iront pas. Et ça, c'est un facteur de ralentissement à la transformation numérique important qu'il faut considérer. Donc, la transformation numérique et la cybersécurité sont indissociables. Et l'intelligence artificielle peut être au service des deux. Peut être au service de la transformation numérique. On a plein d'idées en tête. Laissez-nous vous en parler. Mais la cybersécurité aussi va bénéficier de l'intelligence artificielle. Et ça m'amène à mon dernier sujet, un autre apport que le gouvernement du Québec peut amener dans cette recherche-là de l'excellence, c'est la donnée. Moi, quand je suis arrivé en poste, j'ai dit, le défi de la transformation numérique, c'est le défi de la mobilité de la donnée. Et c'est une chose qu'on a réalisée avec l'équipe dans un projet de loi qui a été adopté au printemps 2021, où on est passé de dire que la donnée appartient à nos 304 organismes, chacun en silo, avec évidemment aucune possibilité de s'échanger cette information-là, ce qui tue l'innovation, ce qui tue la capacité de travailler avec l'intelligence artificielle, et de dire par la loi qu'à partir de maintenant, toute donnée qui est collectée par ou pour un organisme public devient un actif stratégique gouvernemental. Ça ouvre des possibilités au niveau du traitement de la donnée, du traitement massif avec l'intelligence artificielle qui sont phénoménales. Parce que imaginez la banque d'informations que le gouvernement du Québec possède en intervenant dans toutes les sphères d'activité de nos concitoyens. Cette banque de données-là, avec évidemment une rétroaction sur les 40, 50 dernières années, c'est phénoménal. Alors ça aussi, c'est un actif qu'on peut mettre au service de la communauté dans des projets d'intelligence artificielle. Et là, je vous laisse rêver, je vous laisse saliver au type de projet qu'on peut concevoir. Et sachez qu'avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, il y a un gouvernement qui est à votre écoute. Il y a un gouvernement qui vous tend la main, qui n'a pas peur des milieux universitaires, qui n'a pas peur de l'entreprise privée non plus. Ce n'est pas le grand Satan, l'entreprise privée, là. C'est ce qui crée de la richesse et de la recherche aussi. Et donc, on a un gouvernement qui veut travailler en collaboration, en partenariat, qui comprend son rôle, qui comprend les limites de son rôle, qui comprend votre rôle, qui comprend les limites de votre rôle.
Mais chacune de nos forces compense pour nos limites et ensemble, on va créer un écosystème absolument incroyable qui va nous faire rayonner à travers le monde et qui va faire que nous serons des leaders en transformation numérique, en cybersécurité. Et ça va nous aider à attirer des cerveaux. Donc là-dessus, je vous félicite évidemment pour cette belle annonce d'aujourd'hui. C'est un premier pas dans la bonne direction et je pense qu'on ne mesure pas encore tous les impacts très positifs que ce genre d'annonce-là peut avoir sur l'écosystème québécois. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, ainsi que Monsieur le sous-ministre Pierre-Rodrigue. Merci pour votre présence aujourd'hui et pour le message que vous avez délivré. Je m'appelle Mourad Debabi, je suis le doyen de l'école de Génacodie, de l'école de génie et d'informatique Génacodie. Comme notre président Graham l'a mentionné, j'ai aussi contribué à la création de cet institut d'IA appliquée. I'm extremely proud of how this institute is developing, and I would like to echo Graham's thanks to the three founding members, namely Dr. Kash Khorasani, Dr. Nizar Bougila, and Dr. Imad Shihab for his leadership, and to all the team for the leadership and the contributions. Without your hard work and your valuable experience and the brilliant ideas, I believe this institute simply would not exist. Thank you so much for the work that you have brilliantly executed. For the next half hour or so, I'd like to expand on the kind of work that goes at the Institute. To help me to do that, I'll be joined by 4 Concordia professors, the 2 co-directors that Graham already introduced, namely Tristan Glattard and Fenwick McKelvey. But also, we have the pleasure to have with us Tanya Taimel, professor in our Center for Engineering and Society, and special advisor to the Dean on Equity, Diversity, and Inclusion. We are also delighted to have Anne-Louise Davidson, Concordia University Research Chair in Maker Culture in our Department of Education. Anne-Louise is also Director of Concordia's Innovation Lab and Associate Director of our Milieu Institute for Arts, Culture, and Technology. I will now take my seat and I will join my colleagues. So I would like to start by asking a question to our co-directors, namely Tristan and Fenwick. How the Institute distinguish itself from other AI initiatives in Montréal and Québec? Ok, je vais prendre la question en français, Mourad. Je pense que une première réponse à ta question est dans le titre de l'Institut. Comme l'a remarqué le ministre Kerr, c'est un institut d'intelligence artificielle, certes, mais appliqué. Et donc, c'est vraiment une des premières choses qui, je pense, nous distingue du reste de la compétition, disons. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, appliqué? Appliqué, ça veut dire qu'on va essayer de développer en priorité des partenariats avec des acteurs du monde autre qu'universitaire, du monde réel, en particulier les industries, mais aussi, pourquoi pas, les administrations, les associations, la société en général, pour travailler sur des problèmes qui viennent pas forcément de l'intérieur des laboratoires, mais au contraire de la société. Et ça, d'un point de vue ingénierie, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque les problèmes réels ne sont jamais aussi bien formulés, aussi nettement identifiés que peuvent l'être des problèmes académiques. Donc ça pose toute la question, par exemple, vous parliez des données précédemment, c'est sûr que si on n'a pas de données, on ne peut pas faire l'intelligence artificielle, sauf qu'en réalité, les données sont sales,
ce qu'on appelle sale. Il y a du bruit dans les données, elles ne sont pas toujours fiables, ça prend du temps de les traiter, etc. Donc d'un point de vue ingénierie, ça demande d'avoir toute une compétence autour du cœur de l'intelligence artificielle pour pouvoir adresser ces problèmes. Une conséquence de ça, qui est aussi une des caractéristiques de l'Institut, c'est qu'on insiste sur le côté multidisciplinaire. C'est-à-dire que l'informatique, c'est intéressant, c'est bien, mais quand on doit traiter des données qui viennent de sciences humaines, des données qui viennent de la santé, des données qui viennent de langage naturel, on a besoin d'experts d'autres domaines, alors que ça peut être à la fois en ingénierie ou ça peut être d'autres facultés complètement, des gens de sciences sociales, des gens de beaux-arts, pourquoi pas, des gens de management, si on commence à parler d'industrie 4.0, de données de marketing, etc. Donc je dirais que ça, c'est un autre facteur très important pour nous, c'est qu'on a un institut multidisciplinaire. Je peux peut-être passer la parole à Fenwick, si tu veux continuer. Yeah, thank you very much, and thank you everyone to listening virtually. It's great to be here today and this discussion. I think one thing that really excites me about the Institute is the possibility of developing and introducing the world to a Concordia approach to artificial intelligence. I think one of the things that I've learned as a researcher really interested in artificial intelligence is what capabilities we already have at the university, what work is being done. So at the Milieu Institute, learning about the intersection between artificial intelligence and the fine arts, as well as my colleague Jason Lewis talking about Indigenous futures, as well as concerns about how AI is being affecting gentrification in Montreal through the Office of Community Engagement. These are all work that coming from the social sciences and humanities. I see this possibility of working, as Tristan has mentioned, across fields and across departments at the Applied AI Institute. And I think precisely the goal here is to try to think about how we are able to leverage these strengths to deal with questions of ethics or trust or acceptability of artificial intelligence, to really think about where we're able to identify the applications of AI, not simply as kind of problems to be solved, but ways of building public trust and developing, what we'd call in the industry AI for good, ways we're thinking about ensuring that the mission and what AI is contributing into advancing as a progressive society with real, clear contributions to justice and equity. So I think to me, there's a side of working across our two directors and the kind of shared responsibility and leveraging that potential I see at Concordia with amongst my own colleagues about bringing that vision to the world and advancing that in part of the Montreal's AI ecosystem. Thank you so much, Tristan and Fenwick, on this insightful answer. Now my questions goes to Dr. Taimel, and it's about diversity. We see a lack of diversity in STEM in general, and how do you think this initiative at the Applied AI Institute, how we can address this pressing issue? I think that's a very good question. So basically, there are different approaches and different ways to see diversity, and what diversity do we actually want to address. So first of all, that's what already Fenwick said, and Tristan, is that the Applied AI Institute is an institute of interdisciplinarity, which means we have a rich diversity of disciplines present in this institute. And this environment is really a very productive environment in order to, let's say, address interdisciplinary research questions. And we know that interdisciplinary research questions are very interesting for a diversity of students as well. So the more background is represented by the researchers, the more different background or diverse background of students will be invited and will feel home and comfortable in this institute. So I think that is a very promising step forward. The second one is, what research questions are we actually want to address? So what are the problems that we want to solve? And this links the question of diversity to which communities and which diverse groups are we inviting in order to co-construct and co-define the research questions, because this is very important to address the real issues that are out there. So first to address the issues and then to develop the solutions, and not vice versa, first to develop the solutions and then creating a need for the solutions. So I think this is that's what I'm very much looking forward in the framework of the work of the Applied AI Institute, to involve communities, to develop procedures how to involve communities and how to work together with communities in order to address research questions that are important for everyone.
The third point that I would like to refer you to with diversity, diversity is also linked to equity, I would say, to social equity, to global equity. So when we think of artificial intelligence, we also think of developing solutions for global problems, but we also have to address or have to keep in mind that artificial intelligence itself has its own environmental footprint, has its own carbon footprint. So how are we balancing that? How are we, let's say, employing systems that are both solving global problems like climate change, which is impacting different communities differently, and how are we also keeping in mind the environmental footprint, the global footprint of artificial intelligence itself? Is it always really needed to have the biggest system to solve the problem, or can also a smaller system do it? So these are the very interesting questions, and I think the Applied AI Institute is the perfect framework to address these questions. Thank you so much, Tanya. Now a question to Dr. Davidson. Anne-Louise, my question to you, how can you imagine other uses of AI in other contexts like the educational context or in schools where you practice? What do you see as major challenges and how do you think they can be addressed? Merci de la question. Je vais répondre en français. L'idée des contextes éducationnels, c'est qu'on œuvre dans les écoles, mais on doit aussi former des enseignants. On doit aussi penser à la livraison de services éducationnels ainsi que toute la formation au milieu de travail, donc en anglais, le training industry. Quand on parle de formation à l'école, d'apprentissage des élèves, ce qui anime le plus, en fait, c'est d'ouvrir la boîte noire. Moi, c'est ce qui m'anime le plus, en fait. Et puis, l'avantage d'avoir l'Institut d'IA appliqué, c'est que j'ai accès à une foule de chercheurs qui connaissent des choses que je ne connais pas. Donc, par exemple, je suis en train de travailler sur des projets de création de kits, de simulation, qui permettent à des jeunes enfants, aussi jeunes que le jardin d'enfance, aussi vieux que la fin du secondaire et le cégep, à apprendre à classifier en intelligence artificielle, apprendre à faire des décisions, et puis apprendre à interagir aussi avec des systèmes qui ont déjà appris à faire certaines décisions. Et ce qui est un défi un peu, c'est de leur faire comprendre la nature des données, de comprendre les impacts de l'éthique dans les données aussi. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui arrive si un système manque certaines données? Puis c'est aussi simple que de dire, bon, voici 4 chaises, il y a un fauteuil et puis il y a une chaise berçante. Et puis dans le système, la chaise berçante n'est pas reconnue. Donc, qu'est-ce qui arrive si le système ignore constamment ça? Alors, ça peut être très, très appliqué à ce niveau-là et plus théorique pour des systèmes de circulation urbaine, etc. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans les écoles. Le grand défi, c'est de les intéresser et puis de leur faire comprendre qu'ils peuvent apprendre à penser avec ces technologies-là. L'autre défi, c'est de former les enseignants et d'intéresser tout le monde. Parce que finalement, là, la façon la plus facile, c'est d'ignorer puis de dire, ah, c'est trop compliqué cette affaire-là d'intelligence artificielle, donc on va juste l'ignorer. La première étape, c'est de développer une espèce... I prepared in English. So develop an awareness of the system, but an awareness is not sufficient. You have to also be able to dialogue with this awareness and also act on it. So with teachers, this is the challenge. And in terms of service delivery, it's always in terms of how much data can we capture to create some personalized learning for students. How also can we automatize certain decisions? How can we split our work now with AI? We're not going to be replaced by AI. We have to be working more intelligently, and we have to learn to split our decisions with this technology. Anne-Louise, c'est très, très intéressant ce que vous disiez parce qu'une partie de ces constatations, on a fait une étude récemment en collaboration avec la Conférence des doyens de génie au Québec et des éléments comme ceux que vous mentionnez sont ressortis de l'étude et très, très important de préparer aussi les enseignants du côté technologie. Juste une question qui peut être naturelle à la précédente. Est-ce que le fait qu'on est dans une ère numérique où les enfants sont exposés à la technologie, même les enseignants sont très exposés à la technologie, est-ce que ça aide, ça facilite ce travail-là que vous faites? C'est sûr que ça aide parce que les gens sont capables de manipuler la technologie, mais ils n'ont pas encore développé le sens critique. Il y a énormément de vulnérabilité dans le système et souvent on pense que parce qu'ils utilisent la technologie, ils sont bien informés, ils savent l'utiliser de façon judicieuse. Et ce n'est pas le cas du tout. Donc il y a tout un travail qui doit se faire en amont et plus les technologies deviennent invisibles, pire ça devient.
Donc, il faut vraiment faire un travail de concertation et ça prend l'apport de tous. Ce n'est pas juste l'enseignant de sciences, l'enseignant de programmation qui doit s'y mettre, c'est aussi l'enseignant des arts, c'est l'enseignant d'éducation physique, etc. Absolument. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter? Je voulais rebondir sur ce que disait Anne-Louise à propos de la formation pour dire qu'à l'Institut d'intelligence artificielle appliquée, la formation fait vraiment partie de nos missions aussi. Certes, la formation universitaire, mais aussi la formation continue. On sait qu'au Québec, on a un problème je pense que c'est un secret pour personne, qu'on a un problème de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, en particulier de main-d'œuvre qualifiée dans les domaines techniques. Et donc, on continue de développer un partenariat avec le Centre de formation continue de Concordia, Lifelong Learning, pour développer des programmes qui soient des programmes originaux, appliqués aussi, à destination de la main-d'œuvre en place, donc dans les entreprises, mais pourquoi pas dans le futur, d'autres composantes de la société aussi. Je pense aussi qu'il y a, à travers la formation, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'équité, la diversité et l'inclusion, puisque justement former la main-d'œuvre en place, c'est des gens qui ont, pour certains, une formation universitaire, pas tous. Donc c'est aussi une opportunité pour nous de renforcer la diversité des experts en intelligence artificielle au Québec. Merci Tristan. My next question is for Dr. McKelvey. How do you think researchers and businesses make sure that we can trust AI in different applications so that it won't discriminate or it will not increase the inequalities? Well, I think we've had some great responses from this panel already towards answers about that. And I think one thing for me is that artificial intelligence might be developed in a lab, but it's applied in a society. And for me, it's like, how can we build with the strength of interdisciplinary research that allows us to really be aware of when artificial is being worlded and encountering society. And that moment of transition, I think, is one that I really want to put in front and center of why an applied AI institute is important, because it is that moment that enters in the world that steps out of, say, simply a technical matter to being a societal or social matter that becomes quite important. And so I think of the Institute itself as almost as a next generation step in the evolution, the maturation of the AI ecosystem is one that really builds in from the ground up this kind of societal impacts that AI is being used for and encountering. And that, I think, is a real challenge, and one of the objectives, the things that I am excited about, is that how we do this intentionally as an institute to really see that as part of our research agenda. And I think that, the two direct ways that I think of looking at this is, one, also in trying to think intentionally about our training programs, who we're ensuring has the ability to access and learn artificial intelligence, so ensuring that there's a democratization, as well as an expansion of what we think of as counts. Tanya was just describing, like, understanding who are the affected populations, what are the consultations, how do we think that artificial intelligence is not simply a technology, but a way of engendering cultures and societies with consequences, and being mindful of those consequences is something that I hope to work with engineers and work across these dialogues and discussions. I think the second point for me is also there's a lot of opportunity about how do we develop ethical AI, and trust and acceptability. And Canada has positioned itself as a leader, as we know, I'll give a big plug to one of my two fantastic MA students, Megan Wester and Nick Gertler, who are looking at the development of AI governance in the federal system. And a lot of that's been invested in algorithmic impact assessments that are trying to think about the ways that we develop better practices of developing artificial intelligence and implementing them. And I see that two directives I'd like for the Institute to be developing is, one, supporting ways that we are developing methodologies, consultation approaches, ways of helping teach these methods, which I think are really front and center in the social sciences, humanities, about consultation, collaborations, simulation too, that allow these encounterings to be done in ways that are presenting and ensuring those voices that might be affected aren't being marginalized in the process. And then second, also trying to cultivate a research institute that sees and tries to look at the public interest aspects of artificial intelligence and ensuring the expertise that we have in Concordia is leveraging to address these societal problems that we've talked about in terms of climate change, that we've talked about equity and diversity in STEM. I think more broadly, these questions. How do we ensure that those researchers are supported and given credit and the resources they need to really look at how they can contribute to the application of artificial intelligence in a way that I think Concordia itself would be proud of, and our institute works with our mission and goals. Thank you so much, Fenwick. Maybe another question about the trust in AI. We already touched on this, but
it generates a lot of major technical challenges, for example, the explainability. Tristan, est-ce que c'est une des priorités, par exemple, de l'Institut d'IA appliquée, d'aller essayer de trouver des solutions à ce défi en collaboration, évidemment, avec d'autres partenaires et d'autres organisations et chercheurs qui s'intéressent à ce problème? Absolument. Et dans ce que disait Fenwick aussi, c'est intéressant de voir que le problème de l'acceptabilité de l'IA, de la confiance que la société met dans l'IA, dépasse aujourd'hui le monde académique et les réflexions de social scientists, d'experts en sciences sociales. Je voudrais mentionner notamment l'initiative confiance.ia qui est en train d'être lancée. C'est un groupe, un consortium à la fois d'industriels et d'académiques dont l'Institut fait partie. Nos partenaires Ericsson aussi font partie de confiance.ia et c'est géré en particulier par Thales, d'autres compagnies au Québec, qui se rendent compte qu'il y a vraiment un problème et donc d'acceptabilité, pas juste d'acceptabilité en fait, de cybersécurité, de confiance, de précision, d'incertitude dans les prédictions de l'intelligence artificielle. Et incertitude veut dire forcément manque de confiance. Et donc c'est une initiative à laquelle on est très heureux de participer et qui, je suis sûr, donnera lieu à des projets appliqués très intéressants dans le futur. Merci beaucoup Tristan. Donc je tiens à vous remercier tous pour votre participation à ce panel et remercier aussi la délégation ministérielle dirigée par le ministre Kerr et le sous-ministre Pierre Rodrigue. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et je cède la parole maintenant à Paula pour un mot de clôture. Thank you so much, Murad, and thank you to our 4 panelists for this important and very interesting discussion. I am just starting to imagine all of the exciting things that are going to come out of this institute. And thank you so much to all of you who have joined us online today and those who have been here in person, especially le ministre et le sous-ministre. Merci à toutes et à tous. Enjoy the rest of your day. Bonne journée.